Un vegan, c'est quelqu'un qui, en termes d'alimentation, ne mange pas de produits animaux. Et en termes de mode de vie, c'est quelqu'un qui refuse tout ce qui implique une exploitation animale. On peut se moquer des végans, mais là, on parle de maladies dont les gens meurent. 1 décès sur 5 aujourd'hui. C'est une mauvaise alimentation, c'est les chiffres de l'OMS. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, vous le savez, la santé est dans l'assiette. Mon invité s'appelle Laurence Piot, bienvenue. Merci. Vous êtes journaliste, ancienne directrice de la rédaction du journal Closer notamment, Oui, et d'autres. Des stars et des poches, ouais. Voilà. Vous avez quitté votre job de rêve pour fonder Alternative Vegan, un média indépendant consacré au véganisme. Et vous publiez « Tout le monde n'a pas la chance d'être vegan » chez HarperCollins. Mais on aurait pu rajouter comme sous-titre « Mais il est à la portée de tous d'essayer ». Et à la fin du livre, il y a 20 recettes faciles. Alors, ça y est, vous êtes contente, vous avez enfin écrit le livre dont vous rêviez avec diarrhée et gaz dedans. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est vrai que ce que je dis, c'est... C'est moins glamour que la presse people, finalement. Ça m'a fait beaucoup rire, en fait, en l'écrivant. Bon, c'est pas tout le livre, hein, c'est 2 mots dans le livre. Mais oui, en tous les cas, j'ai fait le livre qui correspond à mon changement de vie et qui essaie de pacifier un peu la perception du véganisme qui est pas très bonne en France et sur laquelle je pense les uns et les autres seraient bien d'évoluer. Comment vous définissez-vous en tant que végane ? Comme quelqu'un qui est en accord, qui aujourd'hui a un mode de vie qui est en accord avec ses principes, son éthique, et qui a arrêté un peu de se voiler la face et qui a vu comment ne pas être impuissant par rapport à la barbarie dont sont victimes les animaux, par rapport à l'impact environnemental, par rapport à la santé. Moi, ma grande découverte dans ce livre, et enfin au travers de mon cheminement, c'est l'impact santé de cette alimentation sur ma santé. Et ça fait à peu près 2 ans que vous avez sauté le pas. Oui, ça fait à peu près 2 ans. Ouais. Après, je pense que j'étais comme tout le monde, effectivement, en me demandant, révoltée par la barbarie inouïe avec laquelle aujourd'hui on traite les animaux, à voir les vidéos qu'on connaît tous, ou à ne pas les voir justement, et à faire cette dissociation entre la viande que j'avais de mon assiette et un animal mort. Mon histoire, elle ressemble un peu à tous ceux qui font cette connexion et qui se disent que c'est très compliqué après de revenir en arrière. Moi, j'ai l'habitude, pour résumer, j'ai l'habitude de dire une chose, c'est que en changeant une seule chose, son alimentation, on peut changer plein de choses, avoir un impact sur la souffrance animale, un impact sur l'environnement et sur sa santé, et que c'est quelque chose qui est à votre portée, et c'est la première chose que vous pouvez faire et la plus importante en tous les cas en tant qu'individu. Alors avant que vous ne sautiez le pas, pour vous, le véganisme, c'était une affaire de bobo, et vous l'avouez, longtemps, vous avez mangé n'importe quoi, n'importe comment, vous aviez la malbouffe décomplexée. Donc finalement, vous faites partie de cette génération où boire du coca à table, c'était un luxe. Oui, en tout cas, c'était quelque chose qui changeait, quoi. C'était follement américain. Oui, voilà, moi quand j'étais enfant dans les années 70... Donc on remonte à un lointain temps, mais dans les 70, on buvait pas du coca tous les jours. Voilà, on mangeait et surtout pas à table. Et surtout pas à table. On mangeait pas de viande non plus tous les jours. C'est vrai que vous regardez aujourd'hui des enfants, des adolescents, ils mangent de la viande 2 fois par jour. Il y a une étude de Greenpeace qui a été faite au moment justement du vote de la loi Egalim, et c'est un espèce d'audit sur les cantines des enfants, et on s'est rendu compte que les enfants dans les cantines françaises mangent 2 à 4 fois trop de protéines par rapport aux recommandations. Donc on peut se dire que voilà, à l'instant T, dans les années à venir, dans les 2-3 ans à venir ou les 5-6 ans à venir, il n'y aura pas d'impact, mais un impact de cette consommation de protéines, ça veut dire dans 20-30 ans, des diabètes qui vont se déclarer. La recommandation pour un individu, c'est 1 gramme par kilo. Voilà. Oui, 0,8 grammes. Donc vous faites 60 kilos, vous avez 60 grammes de protéines. Mais cette question des protéines, il y a aussi beaucoup de choses qui se racontent autour du véganisme, comme le manque de protéines, qui est quelque chose qui paralyse absolument tout le monde. Tu vas être carencé en protéines. Voilà, comment tu fais pour les protéines. Mais d'abord, les protéines, on nous a inculqué cette idée que les protéines, c'est que de la viande.
mais c'est pas le cas du tout. Les protéines, on en trouve dans les plantes. Mais est-ce que ce sont les mêmes? Alors, ce sont des protéines animales dans la viande. Est-ce que et les protéines animales valent les protéines végétales? Absolument. Les protéines, alors aujourd'hui, on a pléthore d'études, ce qui n'était pas le cas il y a 30-40 ans, mais on a pléthore d'études qui montrent que protéines animales égale protéines végétales. Il y a 2-3 choses à savoir quand on se lance dans l'alimentation végétale, qui est l'alimentation des véganes. C'est l'alliance céréales-légumineuses, puisque cette alliance céréales-légumineuses... Ça, je l'ai appris. Hein. On ne dit pas alimentation végane, mais on dit alimentation végétale. Absolument, parce que en termes d'alimentation, c'est l'alimentation végétale, et quand on parle de véganisme, ça s'étend à un mode de vie qui s'inscrit dans le respect des animaux et le refus de l'exploitation animale. Donc pour en revenir aux protéines, en fait, on nous a sereiné que la viande c'était les protéines. Non, les protéines, il y a des protéines végétales qui valent largement les protéines animales. Et effectivement, une des 2-3 choses à savoir, c'est qu'il faut manger des céréales et des légumineuses dans la même journée, pas forcément au cours d'un même repas, et que cette alimentation-là et cette combinaison-là de céréales légumineuses pour fournir tous les acides aminés dont notre corps a besoin. Cette association-là, les cuisines du monde l'ont très bien compris. La cuisine indienne, 30% de végétariens en Inde, de naissance. Les cuisines du monde, voilà, l'association semoule, pois chiches, haricots rouges, maïs au Mexique, riz, soja en Inde. Donc c'est des choses qui sont faites dans des pays qui sont moins gâtés que nous et qui ont assez peu de bobos, pour en revenir au début de votre question. Non, c'était vous qui avez ce regard, cette image, mais absolument. Comme beaucoup d'entre nous, que le véganisme, c'est un truc de bobo, que c'est une mode et que ça passera. 74% des Français aujourd'hui pensent que c'est une mode. Ceci dit, sur la question des protéines, on fera un débat, si vous voulez. Avec des spécialistes. Ah mais oui, mais je viendrai volontiers d'ailleurs parce que c'est important. Il y a plein de docteurs, en tout cas sur l'équivalence des protéines. Mais il y a plein d'études qui le disent aujourd'hui. Oui, mais vous savez, les études, et vous en parlez dans votre livre, il y en a plein de gens qui publient des études tous les jours, et l'industrie agroalimentaire, elle est super balèze pour faire passer des études. Mais là, je vous parle d'études. Je vous parle du China Project, qui est la plus grande étude nutritionnelle jamais réalisée, qui a porté sur 20 ans, sur la Chine, sur les États-Unis. Et moi, ce qui m'a frappé quand j'ai commencé justement à m'intéresser au sujet, c'est qu'il y avait des études qui étaient des études qui faisaient référence, qui ne faisaient absolument pas débat, et qui étaient complètement passées sous silence en France. Je veux dire, ce qu'on vient de vivre nous le rappelle. Est-ce que vous savez combien de chances en moins vous avez développé une maladie cardiovasculaire quand vous êtes végane? Est-ce que vous avez le chiffre en tête? Allez-y. C'est 32%, mais 32%, c'est juste énorme. C'est ce qui me fait rire. 32%, c'est la deuxième cause de mortalité aujourd'hui en France. Laurence Piot, pour avoir interrogé beaucoup de bouchers ces 2 derniers mois, ils m'ont dit que pendant le confinement, c'était Noël tous les jours. Oui. C'est-à-dire que les gens confinés, bien sûr, ils ont oublié toutes leurs bonnes résolutions. Parce que ils ont mangé de la viande, ils ont mangé de la farine, ils ont fait des gâteaux. Ils ont découvert les légumineuses aussi, le stock de pois chiches, de lentilles. Ça, je vois ma version à moi. Ça, c'est vous, parce que je pense au début, ils ont stocké des pâtes. Non, mais oui, c'est vrai. Mais sur la viande aujourd'hui, on est dans une overdose de viande. Aujourd'hui, en France, on est au coude à coude avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est 100 kilos. On parle de véganisme, mais pendant le confinement, les gens, ils sont retournés finalement. Oui, mais parce qu'ils sont retournés à la notion de plaisir. Au gluten. Ils sont retournés à la notion de plaisir. Et oui, c'est bon la viande. Enfin voilà, moi-même végane, je vais pas vous dire le contraire. Moi, je ne peux pas en manger. Mais c'est pas parce que vous n'aimez pas ça que vous n'en mangez plus. C'est ça qu'il faut expliquer. C'est pas parce que j'aime pas ça. C'est parce que déjà, moi, j'arrive au véganisme par la souffrance animale. Et quand j'ai commencé à travailler avec des médecins, dont le docteur Jérôme Bernard Pellet, qui est le spécialiste de l'alimentation végétale en France, qui a préfacé le livre et qui a travaillé avec moi qui a validé tous les passages médicaux de ce livre. Quand j'ai travaillé avec ces médecins, je me suis rendu compte que ces études étaient complètement passées sous silence. Donc c'est 32% de maladies cardiovasculaires en moins. En termes d'obésité, je veux dire, ce qu'on vient de vivre, on s'est rendu compte avec le coronavirus que les cas les plus graves de coronavirus, parmi ces cas les plus graves, il y avait une surreprésentation des obèses. Il y avait 35% d'obèses, une étude du CHU de Lille et de Lyon. Aujourd'hui, l'obésité, c'est un problème de santé publique en France. Et derrière l'obésité,
Il y a le diabète, il y a les maladies cardiovasculaires, etc. Les véganes ne sont pas obèses. Je ne vous parle pas des véganes qui prennent de la malbouffe parce que ça existe aussi, mais ils ont un IMC qui est de 6 points moindre que l'IMC des omnivores. Donc, maladies cardiovasculaires, obésité, et puis aussi l'ostéoporose. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais l'ostéoporose, dans un cas hallucinant d'hypnose collective, on nous a fait croire que le calcium, c'était le lait, et uniquement le lait, et ça nous permettait de lutter contre l'ostéoporose. Et la viande aussi. Et en fait, le calcium, il y en a plein dans les végétaux. Déjà, il n'y en a pas que dans le lait. Et puis, où est-ce qu'il y a les plus gros cas d'ostéoporose dans le monde? La plus forte proportion d'ostéoporose, c'est en Suède, qui est le pays qui consomme le plus les produits laitiers. Où il y en a le moins, c'est en Chine et au Japon. Donc, rien que ces 3 choses. Alors, on peut se moquer, mais comme je l'ai fait moi-même, des véganes, en disant, ouais, truc de bobo, le cri de la carotte, la plante qui souffre. Mais là, on parle de maladies dont les gens meurent. On parle 1 décès sur 5 aujourd'hui. Dans le monde, c'est une mauvaise alimentation, c'est les chiffres de l'OMS. Donc, il y a un peu urgence à prendre conscience de ces choses-là et à déconstruire un peu tout ce qu'on nous a appris, particulièrement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et depuis cette consommation effrénée de viande. La viande qui est ultra subventionnée aussi. Si on achetait la viande à son juste prix, on en consommerait beaucoup moins parce que ça coûterait beaucoup plus cher. Alors vous dites que vous n'êtes pas ce que vous appelez une végane obsessionnelle, vous avez le véganisme tolérant, oui. Et vous êtes une végane dans la vraie vie. Je vous trouve quand même beaucoup plus militante que dans votre livre aujourd'hui. Un peu. Bon Ah ouais, non, parce que... Mais parce que je pense qu'il faut dire les choses, parce que je pense que les médecins... Les médecins qui étudient cette alimentation-là ont assez peu la parole, en France particulièrement. Il n'y a pas de consensus quand même. Pardon ? Il n'y a pas consensus quand même chez les médecins. Pour l'instant. Il n'y a pas consensus, il y a quand même si on prend la question des enfants, on va prendre la question tabou des enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Mais parlons-en, c'est pas du tout tabou. C'est-à-dire que l'Association américaine de nutrition et diététique, qui est la plus grande association diététique du monde, c'est 100 000 membres. C'est pas rien, 100 000 membres. C'est pas 1 ou 2 médecins, qui sont sur les antennes et qui racontent un peu, combien la viande est bonne et combien le lait est plein de calcium. Donc, l'Association américaine de diététique et de nutrition, elle dit que l'alimentation végétale, elle est viable à tous les âges de la vie. La grossesse, la naissance, l'enfance, et qu'elle peut même prévenir un certain nombre de maladies. Voilà. Cette alimentation... Ce ne sont pas les recommandations en France. Non, ce ne sont pas les recommandations en France parce qu'on est déjà dans un pays de culture viandarde et puis parce qu'on a cette idée des protéines et parce que cette alimentation végétale, elle est diabolisée. Moi, ce qui me frappe, c'est comment une alimentation végétale peut être considérée comme très dangereuse en France, y compris pour les enfants, et comment elle peut être considérée comme une alimentation comme une autre, notamment dans les pays anglo-saxons. Je ne vous dis pas que c'est la meilleure alimentation du monde et qu'il faut absolument manger végétal, mais je dis en tous les cas que elle ne mérite pas d'être diabolisée en France comme elle l'est, et qu'à partir du moment où on va en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, ça devient une alimentation comme une autre, et waouh, dès qu'on franchit la Manche, non, c'est hyper grave. Il faut faire ce travail. Donc il faut répéter ces études et donner la parole aux gens qui parlent de ces études. Et de toute façon, on ne va plus avoir le choix. La population mondiale en 2040 sera 10 milliards de personnes. La Terre ne pourra plus nourrir tout le monde. Regardez comment l'offre végétale explose aujourd'hui. Voilà, on parle du véganisme avec mon invité Laurence Piot. Vous êtes journaliste et vous avez donc fondé Alternative Végane. C'est un média indépendant consacré au véganisme. En quoi ça consiste ? Alors ça consiste à accompagner les gens qui veulent justement sauter le pas sans savoir comment faire, qui sont un peu tétanisés par les peurs qui étaient les miennes, c'est-à-dire les carences, la supplémentation en B12 également, et montrer que c'est pas compliqué. Donc c'est un média qui apprend les bases. Vous allez sur le site alternativevegan.com, vous avez des recettes, vous avez des comptes rendus d'études, ces fameuses études dont on parlait, qui sont passées sous silence en France. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a un programme de formation aussi, puisque c'est vrai que moi, j'étais pas du tout partie pour faire ça. J'étais plus partie pour faire des enquêtes, ce que je fais, mais développer un média, aller vers un magazine, etc. Donc, on ira vers un magazine, mais en tous les cas, comme j'ai constaté à quel point les gens étaient un peu démunis par rapport à tout ça, je suis passée de
de l'information à la formation aussi. Et il y a un programme de formation à l'alimentation végétale qui s'appelle le Parcours V. Vous allez sur le site, vous vous abonnez et vous pouvez le suivre. Et si vous vous abonnez à la newsletter également, chaque semaine, vous recevez des informations, des comptes rendus d'études, et c'est évidemment gratuit. Et aujourd'hui, en moins d'un an, 100 000 personnes se sont abonnées à cette newsletter. Ça montre bien qu'il y a un questionnement, il y a un intérêt, il y a une volonté de savoir comment on peut aujourd'hui se passer de produits animaux, comment on peut faire quelque chose. Et donc, la création de ce média, c'est justement pour informer et pour accompagner ces gens-là. Voilà, et vous publiez parallèlement à ça un livre qui s'appelle « Tout le monde n'a pas la chance d'être vegan ». L'éditeur, c'est HarperCollins. Alors, c'est pas un terme nouveau, hein, le mot vegan. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on l'utilise depuis si peu de temps en France. C'est ça, je pense qu'il y a 10 ans, vous auriez pris des gens dans la rue, vous leur auriez parlé de véganisme, plein de gens n'auraient pas su de quoi on voulait parler. En fait, il y a beaucoup plus de gens qui utilisent aujourd'hui le terme sans savoir réellement ce qu'il recouvre. Hein, oui, parce que justement cette vision caricaturale des véganes qui arrange un peu tout le monde, parce que forcément c'est bien pratique de pousser les gens dans les extrêmes. C'est Gwyneth Paltrow, hein, faut pas rigoler. Oui, non, mais non, parmi les stars quand même, on a la. Oui, c'est Gwyneth Paltrow et les moyens démesurés de Gwyneth Paltrow, mais on peut ne pas être Gwyneth Paltrow et être vegan, mais c'est vrai que c'est aussi de plus en plus de stars aux États-Unis. C'est Joaquin Phoenix, c'est des sportifs de haut niveau également qui déconstruisent le mythe de la force, la performance sans les protéines. Absolument. Aujourd'hui, on parle de Carl Lewis pour parler des plus anciens, mais c'est Djokovic, c'est Lewis Hamilton. Enfin, c'est un des hommes les plus forts du monde, Patrick Babounian, qui soulève quand même 500 kilos et qui, pour se détendre, lance des machines à laver dans des champs. Donc, autant dire qu'il n'a pas de souci de force. Mais voilà, ces gens qui font de leur corps leur métier expliquent à quel point, depuis qu'ils ont basculé vers l'alimentation végétale, ils se sentent plus forts et mieux dans leur corps. Donc, oui, on a le sentiment que c'est un phénomène de mode. 74% des Français pensent que c'est une mode, le véganisme. Et alors qu'en fait, il y a un chapitre dans le livre qui en parle. Vous êtes les héritiers d'une grande et belle histoire. C'est un courant de pensée qui a passionné les philosophes grecs, qui remonte à Pythagore, qui est considéré comme le premier vegan, qui passe par Plutarque et qui arrive plus tard avec les cathares. Et puis dans une mouvance très pacifiste par Théodore Monod, puis Marguerite Yourcenar. Enfin, plus proche de nous, Gandhi peut-être. Gandhi, absolument. Ouais, bon. Et puis la création du terme vegan en pleine Seconde Guerre mondiale par Donald Watson. Alors, expliquez à ceux qui nous écoutent ce que c'est qu'un vegan, qu'est-ce qu'il peut faire et surtout qu'est-ce qu'il peut pas faire. Alors, je suis pas très à l'aise avec qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il a le droit de pas faire. On n'a pas le droit ou pas le droit, on fait comme on peut. Voilà, on fait comme on arrive à faire, c'est-à-dire que peut-être qu'on peut... un vegan, c'est quelqu'un qui, en termes d'alimentation, ne mange ni viande, ni poisson, ni lait, ni œuf, en l'occurrence rien de ce qui est un produit animal, en fait. Pas de produits animaux dans l'alimentation. Ça, c'est pour l'alimentation. Et en termes de mode de vie, c'est quelqu'un qui refuse tout ce qui implique une exploitation animale. Ça veut dire pas de cirque, pas de balade en calèche, pas de cuir, pas de laine. Pourquoi pas de laine Alors pourquoi pas de... C'est vrai que ça, c'est une question qui revient souvent. Pourquoi pas de laine ou pas de soie, par exemple ? Parce que pas de laine, parce que les moutons sont tondus à une cadence absolument effrénée aujourd'hui. Quand vous portez de la laine, en fait, on se rend compte quand on s'intéresse à tout ça, à quel point toutes ces industries sont liées. Il y a l'industrie de la viande qui est liée avec l'industrie du lait, qui est liée avec l'industrie du cuir, qui est liée avec l'industrie de la laine. En fait, quand vous regardez tout ce qu'on fait des animaux, c'est-à-dire les pauvres animaux, on leur prend pas que la viande, que leur lait, le cuir. On chope tout, on broie leurs os, on les met dans de la farine, ils se transforment en rouge à lèvres, ils se transforment en pinceau de maquillage, ils se transforment en petits trucs que la fourrure là que vous achetez. Des fois, on vous vend de la vraie fourrure pour de la fausse fourrure parce qu'on sait très bien que la fourrure s'est passée de mode. Donc tous les petits colifichets que vous voyez dans les caisses là, à 2, 3, 4 euros, vous pensez que c'est faux, mais non, c'est de la fourrure que vous mettez sur votre sac à dos et on vous le dit pas. Donc
Les capuches, là, les capuches, des anoraks, là, Canada aujourd'hui. Goose est en gros combat avec PETA notamment. Les PETA, capuches, PETA, c'est la plus grande association de protection animale du monde, c'est 3 millions d'adhérents. Et PETA est dans des actions choc qui marquent aussi les gens avec des images un peu hard. Et Joachim Phoenix se bat pour PETA. Mais c'est des coyotes autour de la capuche. Donc pour en revenir à la laine, c'est justement... Si vous tondez votre mouton avec amour... Non, mais si vous avez 3 moutons dans votre jardin et que vous les traitez bien et que vous les tondez quand ils exigent d'être tondus pour qu'ils aillent mieux, voilà, il n'y a pas de souci. Si vous avez 3 poules dans votre jardin et qu'elles vous pondent des œufs gentiment... Oui, mais sauf que dans la réalité, c'est pas la vraie vie. Voilà, qui a des poules dans son jardin et qui va garder des poules longtemps, des années aussi dans son jardin, au-delà de l'effet de mode. Mais ça veut dire que les moutons, la vie des moutons, c'est un enfer. Ils sont tondus, ils sont maltraités, ils sont jetés par terre. Des fois, on leur arrache la peau, on laisse les plaies sanguinolentes. Et puis, quand ils ont fini leur vie de mouton et quand c'est fini de donner leur laine, ils partent dans des cargos pour des trajets qui durent des jours et des jours où ils sont extrêmement maltraités. Et dès qu'ils sortent des cargos, ils vont à destination des donc pays et musulmans, ils sont égorgés, ils deviennent de la viande. Donc, ça répond à la question. Quel enfer, une vie de mouton. Pas de laine. La soie, c'est les vers à soie. La soie, c'est les vers à soie. Bah oui, mais c'est l'exploitation. Les vers à soie, ils travaillent pour eux, ils travaillent pas pour les êtres humains. La vache, elle donne pas son lait. Le ver à soie, il donne pas sa soie. Le jour où vous êtes devenu vegan, je vais juste finir avec maintenant votre beauty case. Donc là, on a parlé de tout ce qui finissait dans les produits de beauté. Donc quand on est vegan, aujourd'hui, on fait attention à ne pas utiliser, j'imagine, des produits... sans exploitation animale, sans expérimentation animale, mais il y en a de plus en plus. Alors longtemps aussi, ces produits ont été chers. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Je pense que les marques ont compris, c'est quelque chose qui est en train de... Quand vous regardez, il y a 2,5% de la population qui est végane ou végétarienne. C'est rien. Mais par rapport à ce qu'on en parle, j'ai envie de vous dire que c'est pas beaucoup. Mais par rapport à ce que ça sensibilise, vous prenez les jeunes aujourd'hui, sans être forcément vegan ou végétarien, c'est quelque chose qu'ils ont en tête. Voilà, le refus de l'exploitation animale, donc tout étiquetage sans exploitation animale, c'est aujourd'hui quelque chose sur lequel les marques veulent communiquer. Elles sont en train aussi de faire leur évolution. Donc, le jour où vous avez entrepris votre transformation, qu'est-ce que vous avez fait de vos pulls en laine, de vos chaussures en cuir, de vos foulards Hermès, de vos sacs Gucci en cuir? Non, qu'est-ce que vous avez fait? J'avais pas de sac Gucci non plus, mais j'avais des sacs qui coûtaient un peu cher, que j'avais acheté d'occasion déjà. En vrai cuir? Et non, mais c'est une vraie question. Et effectivement, ça m'a beaucoup travaillé. Alors, il y a des gens qui jettent tout, il y a des gens qui gardent. Moi, je fais partie des gens qui ont donné un peu, mais qui ont gardé aussi beaucoup. D'abord parce qu'un animal est mort pour ça, et puis parce que c'est des choses qui sont liées à des souvenirs, à des cadeaux. Donc j'en ai gardé quelques-uns. J'ai un peu de mal à les porter, mais j'en ai gardé quand même quelques-uns. Et en revanche, évidemment, j'en achète plus. Il est hors de question que j'en achète ou que j'en offre. Mais pour les chaussures, comment vous résolvez la question? Les chaussures, aujourd'hui, il y a des trucs très bien. Il y a des chaussures. Alors les chaussures en cuir, je les use et je les reuse et je les reuse et je les userai jusqu'au bout. Et puis on peut très bien acheter aujourd'hui des chaussures véganes, souvent d'ailleurs sur des sites anglo-saxons, qui sont pas des sandales en chanvre, qui sont pas des trucs en toile de jute. Ça fait partie des clichés que vous voulez déconstruire dans votre livre. Regardez, moi j'ai des talons aujourd'hui, c'est une chaussure végane. Voilà, j'ai une plateforme shoes, c'est une pure chaussure de fille. Ah oui, et elle est végane. Ça, je vous confirme. Et elle est végane. Ou de gothique. Donc, voilà, faut choisir. Et elle est végane et elle doit coûter, je sais pas, 40 €. Elle est en quoi? J'en sais rien. Elle est en espèce de velours. En tout cas, il n'y a pas de cuir, il n'y a pas de... non, il n'y a pas de cuir, il n'y a pas de... Donc c'est facile, c'est ce que vous êtes en train de dire. Aujourd'hui c'est facile. C'est facile d'être à la mode et aujourd'hui d'avoir des alternatives qui aujourd'hui n'impactent pas les animaux, par exemple. Exactement. Je pense qu'il faut juste faire un peu. C'est aussi, il faut comme on s'éduque autrement en termes d'alimentation, on s'éduque aussi autrement en termes de shopping. Les véganes, quand vous allez au restaurant, c'est ceux qui ont la réputation d'embêter un peu tout le monde. Quand ils regardent la carte. Est-ce que c'est la réputation
qu'ils ont globalement, les véganes, c'est d'embêter un peu tout le monde et de parler un peu fort et de vouloir, d'une certaine façon, imposer la façon dont ils pensent. Alors, c'est le but du livre, hein, justement, de prôner, de défendre en tous les cas un véganisme qui est pas extrémiste. Oui, voilà, qui est. Moi, je comprends. Enfin, on a tous, la plupart d'entre nous, parce que peu de gens sont nés véganes ou végétariens, on a tous aimé dans une autre vie la viande, le lait, les œufs. On a tous trouvé ça bon et on a juste à un moment donné cherché des alternatives. Donc on a été nous aussi comme ça. Et donc il y a des gens qui n'arriveront pas à se passer de viande. Voilà, il y a des gens pour qui c'est une habitude qu'ils n'arrivent pas à enlever. Et c'est vrai qu'il faut faire un petit travail sur le sujet. Moi, je comprends la révolte des gens des véganes qui ne supportent pas et qui ont besoin d'en parler, qui ont besoin de convaincre. Je comprends que les gens soient révoltés, j'en ai rencontré, parce que c'est révoltant, parce que c'est une barbarie aujourd'hui absolue, mais je pense que c'est faire fausse route que d'essayer de convaincre, de prêcher. Moi, je crois aux vertus de l'exemple. Donc, je pense qu'il faut être cool, il faut aller dans un resto. Aujourd'hui, quand même, c'est beaucoup moins compliqué qu'il y a 20 ans, où il y a encore 10 ans. Et puis, si jamais, vous êtes dans un resto où il n'y a pas un Buddha bowl, où il n'y a pas du riz avec des légumes, où il n'y a pas des pâtes aux champignons, c'est une assiette de frites, une salade, et on va pas... on est aussi là. Si on est cool. On est cool, et puis je pense qu'on gagnera davantage les gens et en ayant cette attitude-là qu'une autre. Laurence Piot, il vous arrive de déjeuner ou de dîner avec des gens qui autour de vous mangent de la viande? Mais complètement. Moi, les gens en face de vous s'excusent, ça te gêne pas, je prends une entrecôte. Non, c'est ta vie, il n'y a pas de souci. Moi, perso, j'en prendrai pas, mais je peux te regarder manger une entrecôte, je vais pas devenir... je vais pas quitter la table, tout va bien. Je pense qu'il faut... il faut pas avoir cette attitude-là, c'est pas la bonne, d'autant qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de l'être. Mais je jette pas non plus la pierre à ceux qui sont dans un tel état de révolte. Je désapprouve évidemment les pauvres bouchers de quartier qui, en plus, une fois sur deux, ça tombe sur des bouchers bio, qui en plus, c'est vrai, ouais. Qui n'ont rien demandé, qui sont endettés, et qui sont pas dans cette démarche-là. Je pense que ça ne sert à rien. En revanche, en parler et proposer des alternatives, et c'est justement le but d'Alternative Vegan, de la newsletter du Parcours V, c'est de proposer des alternatives qui soient pas compliquées. C'est vrai que quand les gens viennent chez moi, quand j'ai des potes qui viennent chez moi, je leur cuisine des trucs et ils sont assez bluffés, déjà parce qu'ils savent que je reviens de très loin en termes d'alimentation. D'accord, mais vous leur cuisinez vegan, vous faites pas une entorse à vos convictions. Après s'ils veulent de la viande, j'ai un plat de viande à côté. On va chez Laurence, on va manger du choucal, c'est magnifique, ça va être génial, avec des graines, ça va être super. Où est le McDo le plus proche qu'on s'arrête en rentrant vite fait. Mais non, ils découvrent que c'est bon et que finalement c'est pas très compliqué. Vous savez, moi il y a un exemple que je donne souvent pour dédramatiser un peu tout ça et montrer que c'est simple. Le matin, vous prenez une tartine de pain avec de la confiture, un fruit. Le midi, vous prenez une grande salade colorée, parce que plus c'est coloré, plus il y a de calcium, de nutriments, etc. Le soir, vous prenez des pâtes à l'arrabbiata, une poêlée de légumes, des pâtes aux champignons, un verre de vin. Vous avez mangé des amandes, une pomme dans l'après-midi. Vous avez fait une journée végane. Et vous n'êtes pas allé trouver un choucal qu'on trouve une fois sur 12, des aliments hyper compliqués, vous n'avez pas pris d'agar-agar. Voilà, avec Laurence Piot qui est avec nous, journaliste, ancienne directrice de la rédaction du journal Closer, entre autres. Maintenant, elle a vraiment changé puisqu'elle vient de fonder Alternative Vegan. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des interviews de stars vegan, mais peut-être que ça viendra un jour. Oui. C'est un média indépendant consacré au véganisme et à l'accompagnement de ceux qui, justement, voudraient entreprendre le voyage. Et vous publiez « Tout le monde n'a pas la chance d'être vegan ». C'est votre livre. Sur 200 pages, vous nous expliquez vraiment ce que c'est que le véganisme et comment y aller, parce qu'on ne devient pas vegan du jour au lendemain. Puis vous rassurez tout le monde, on n'est jamais un parfait vegan à 100%. Oui, bien sûr. On peut faire tous les efforts qu'on veut et décortiquer toutes les cartes de restaurants, etc. On vit dans une société où effectivement on sera jamais 100% vegan, ne serait-ce que parce qu'il faut soigner et qu'il y a les médicaments, il y a sur certains, il y a de l'expérimentation animale et on ne peut pas faire autrement. Alors, si on peut faire autrement, allons-y. Mais être dans une société où on se prive de médicaments, de vaccins, c'est être vegan dans le respect de la santé
de la santé de tout le monde. Donc oui, c'est compliqué, on peut pas ne pas soigner. Donc Voilà. ermite en haut d'une montagne et voilà, et mourir peut-être à 65 ans d'une Oui, mort mais naturelle, les voilà. poumons à l'air. Les poumons à l'air dans une meilleure santé, donc peut-être vous avez raison, un peu Voilà, plus vieux. voilà, c'est ça. Mais au sommet d'une montagne quand même, ce qui est pas évident pour tout le monde. Ouais, pour les premiers secours. Vous avez arrêté la viande et le lait. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup moins Ouais. du lait. Oui. On parlait des lobbies. Alors vous avez parlé des enquêtes, mais souvent les enquêtes qui sont faites, elles sont financées quand même, hein, et notamment par l'industrie agroalimentaire qui Oui. paye énormément d'études et d'enquêtes sur les bienfaits de tel ou tel aliment. Oui, C'est et le qui cas- ne sort pas toutes d'ailleurs. C'est qui ne le sort cas que de les l'industrie industries agroalimentaire et laitière. Hum. Alors c'est vrai que les Français, nous, on est quasiment les numéros 1 mondiaux là-dessus, donc on va pas. Ouais. Ça fait travailler du monde. Et vous expliquez comment cette industrie a décidé de couliser les produits laitiers et comment ils se sont rapprochés de tous les influenceurs aujourd'hui entre guillemets, hein, Oui. des jeunes. Oui, bien sûr, parce que les jeunes, c'est quand même le nerf de la guerre. Déjà, ils sont prescripteurs d'achat, et puis voilà, c'est ceux qui achèteront, voilà, la génération de demain. Donc, ils ont voulu imposer un peu la coolitude dans la consommation de produits laitiers. Donc, ils ont payé. Je crois que c'est à raison de 500 000 euros. Je donne les chiffres dans le livre. Ils ont payé des influenceurs pour effectivement. Ils les ont mis faire bien, la promotion du lait. comme disent les influenceurs. Ils nous ont bien mis. Ils nous ont Ouais. bien mis. Enfin, ils Ouais. nous ont mis bien, ouais. Voilà, en disant, mais enfin, voilà, le lait c'est cool, voilà, boire des yaourts liquides c'est trop cool, etc. Et en fait, l'industrie du lait était assez inquiète du terme de lobby qui revenait beaucoup, et de l'écho qu'avait le travail des associations. Et il y a eu un échange notamment entre un influenceur et PETA, et PETA a expliqué à cet influenceur qui expliquait à quel point c'était cool de boire du lait, ce qu'il y avait derrière un verre de lait. Et un verre de lait, c'est une vache qui est inséminée artificiellement à outrance. C'est un veau qu'on lui retire dans les heures qui suivent sa naissance. Il faut savoir que les vaches, c'est des animaux qui ont un instinct maternel extrêmement développé. Donc les vaches, pendant des jours, elles vont à la recherche de leur veau, elles hurlent, elles défoncent des clôtures parfois, mais le veau est parti loin, le veau est engraissé, et il part à l'abattoir quand il a 5-6 mois. Et là, il ne goûtera jamais le lait de sa mère. Il prend du lait en poudre, des antibiotiques, enfin tout un tas de trucs comme il faut. Et la vache donne, entre guillemets, son lait aux humains de façon intensive. Donc elle développe des mammites, enfin voilà, elle souffre énormément. Et elle fait comme ça des veaux toute sa vie. Et là où normalement, dans la nature, enfin dans une vie naturelle, elle aurait une moyenne de vie de 20 ans, elle a une vie de 8 ans. Et au bout de 8 ans, quand elle est plus bonne à faire des veaux et à donner du lait, elle part pour l'abattoir. Et aujourd'hui, une grande partie de la viande étiquetée comme bœuf en France, c'est une viande de vache laitière. Voilà. Donc la vie d'une vache, c'est juste épouvantable. Et il y a cette souffrance derrière un verre de lait, il y a cette souffrance derrière un yaourt. Et en plus, quand on revient à l'impact santé du lait, et quand on déconstruit tout ce qui a été dit, notamment depuis la Seconde Guerre mondiale, sur les bénéfices du lait, cette idée de pureté qui est attachée au lait, on se rend compte que le lait, c'est pas bon du tout. Le lait, il a des protéines qui sont faites pour faire grossir un veau, pour nourrir un veau, et pour lui faire atteindre rapidement 200 kg, 300 kg, 400 kg. Il n'est pas fait pour nourrir l'homme. Le meilleur lait pour un enfant, c'est le lait maternel. Et après, on n'a pas besoin de lait pour vivre. Les fameux facteurs de croissance. Voilà, on n'a pas besoin de lait pour vivre. Donc les hormones qui sont dans le lait de la vache sont des hormones qui sont destinées au veau. Et il y a tout un tas de maladies autour du lait. Le lien qui est avéré notamment avec le cancer de la prostate, qui font que le lait n'est pas bon pour la santé. Donc oui, il faut débourser beaucoup d'argent aujourd'hui pour contrer le discours grandissant de ces associations et mettre un peu de coolitude, de blancheur autour d'un verre de lait qui est un verre de souffrance, et d'antibio, et parfois même de pu aussi, il faut le dire, qui passe dans le lait parce que la vache est blessée. Quels sont les conseils que vous donnez et les règles qu'il faut connaître, que vous voulez transmettre à ceux qui voudraient devenir véganes ? Alors, je pense qu'il faut commencer tranquille. Voilà, il faut faire on supprime pas la viande du jour au lendemain, comme ça ?
Ça me paraît très difficile. Il y a des gens, moi j'en ai rencontré, il y a des gens qui ont posé leur fourchette un jour en disant ceci était mon dernier repas de viande. Bon, ok, mais il y en a quand même assez peu. Non, je pense qu'il faut y aller, il faut ralentir, il faut commencer chez soi à essayer de se faire des trucs un peu simples. Voilà, de la semoule, des pois chiches, faire une journée végane, un repas végane, se rendre compte que c'est bon. S'amuser aussi un peu, essayer de faire des mélanges, essayer de découvrir, vous parlez de l'agar-agar, découvrir des trucs dont on n'a pas forcément entendu parler avant, sans en faire une obsession. Nous on en parle beaucoup parce qu'on fait des émissions culinaires avec la pâtisserie. Ouais. Bah moi je savais pas qu'il y avait un substitut. C'est un gélifiant halal en plus. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est mais c'est cher. C'est pour ça que c'est un peu plus cher, mais on n'est pas. Enfin voilà, il y a plein de pâtisseries qui se font aussi sans agar-agar et non, je pense qu'il faut s'amuser aussi à découvrir des choses. Il faut avoir un peu d'intérêt. C'est vrai on va pas se mentir, on passe un peu plus de temps à faire des repas parce que le mieux c'est de partir de produits bruts, donc de se faire des salades, des mélanges, le faire soi-même, mais très rapidement on voit on va mieux. Enfin moi par exemple j'avais de l'asthme et quasiment du jour au lendemain j'ai arrêté d'avoir de l'asthme. Il y a des gens pour qui c'est un meilleur sommeil, il y a des gens mais qu'est-ce que vous mangez Laurence, parce qu'on parlait du choucal tout à l'heure, mais finalement sur une semaine, parce qu'il faut se renouveler, qu'est-ce que vous mangez des graines, vous mangez des plein de trucs, vous mangez des lentilles tous les jours? Non, mais par exemple hier j'ai fait des spaghettis avec de l'huile d'olive, du citron et des graines de tournesol qu'on a broyées. Par contre, il faut avoir un broyeur. Le broyeur est le meilleur ami de vegan. Il faut savoir, il faut avoir un broyeur. Voilà, c'est le meilleur ami de vegan. Vous prenez des graines de tournesol, vous broyez les graines de tournesol, vous les mettez de l'huile d'olive, du citron, des graines de tournesol broyées dans un plat de pâtes. C'est hyper bon. Et vous avez une alliance en termes d'acides aminés. Vous avez une alliance entre des fruits secs et des céréales, en l'occurrence les pâtes. Donc il y a ça. Après, ça peut être des gratins de légumes, ça peut être des méga salades, ça peut être de la semoule avec des féculents, ça peut être des avocats toast. On en fait beaucoup. Alors il faut y aller mollo sur les avocats parce qu'il vaut mieux prendre des légumes de saison. Mais voilà, ça peut être. Après, il y a l'empreinte carbone de l'avocat qui est un peu. Ouais, non, mais il faut. Moi, j'ai redécouvert. D'ailleurs, à la fin du livre, il y a un calendrier des fruits et légumes de saison. Moi, il y a 12 ans, j'étais incapable de vous dire, je mangeais des tomates toute l'année. Quelle était la saison des tomates, pourquoi c'était pas bien de manger des mangues, des avocats, voilà, donc c'est une prise de conscience en fait, et ça fait beaucoup de bien au porte-monnaie aussi. Mais je mange aujourd'hui, quand on me dit dis donc tu dois t'emmerder à table, non, pas du tout. Moi je m'éclate plus à table qu'avant, parce que je suis sortie de cette idée que la viande est l'élément principal d'un plat et les légumes étaient l'accompagnement. Je suis revenue à une alimentation qui était celle de nos grands-parents avant la Seconde Guerre mondiale, qui était une alimentation beaucoup plus saine, avec des produits bruts, et les industriels vous le disent, y compris ceux qui vendent. Moi, j'ai interviewé un industriel qui vendait des crevettes, et quand il a vu sa femme qui avait acheté les crevettes que lui-même produisait, il les a mises direct à la poubelle. Il lui dit, on mange pas ça à la maison. Et il mange des produits bruts aujourd'hui, parce que c'est la meilleure façon de ne pas avoir d'auxiliaires de goût, de choses qui sont vraiment pas bons. Alors vous répondez à toute une série de questions qui sont pratiques aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait quand on est vegan et qu'on a un médecin qui ne cautionne pas cette façon de s'alimenter? Alors, c'est plus simple quand même de chercher un autre médecin. Mais c'est un point extrêmement intéressant, parce que j'ai interviewé notamment le docteur Sébastien Demange, qui est un docteur de l'Association végétarienne de France, qui a travaillé sur la loi Egalim, etc. Et lui, il a fait son sujet de thèse sur justement l'éloignement entre les médecins et leurs patients. Des médecins qui désapprouvent cette alimentation, particulièrement pour les enfants. On en parlait au début de l'émission. Et du coup, il y a un dialogue qui est impossible, et c'est très grave, parce que il faut évidemment voir un médecin. C'est quand même, quand on démarre cette alimentation, on l'a pas dit, mais c'est quand même mieux d'aller voir un médecin
pour qu'il vous rassure en termes d'équilibre nutritionnel, etc., d'élaborer ses premiers plats avec lui. Et il y a un désamour qui se fait, un éloignement qui se fait avec les médecins, et qui n'est pas bon parce qu'il y a une défiance avec cette idée du tous pourris, etc., tous vendus au lobby. Et puis il y a des gens qui n'iront pas voir leur médecin et qui se débrouilleront tout seuls. Et c'est pas bon, ça. Donc il faut se renseigner, il faut parfois être prêt à faire un peu des bornes pour aller voir les bons médecins. Mais c'est aussi compliqué pour les médecins, je pense aux médecins de ville notamment, parce que dans les études de médecine, et c'est pas spécifique à la France, il y a très peu d'heures qui sont consacrées à la nutrition. Donc en fait, les médecins, on leur a toujours appris dans leurs études que l'alimentation végétale était mauvaise, et en fait, ils ne font que répéter ce qu'on leur a appris de très bonne foi. Donc il faut faire ce chemin, et c'est ce chemin qu'ont fait les médecins qui témoignent dans le livre. Et vous dites dans votre livre que les véganes ne sont pas des orthorexiques. Non, il y a une pathologie de ceux qui regardent, qui font attention, trop attention à ce qu'ils mangent. Voilà, en fait. qui sont obsédés par l'idée de manger sain. Ouais. Et voilà, c'est quelque chose d'un peu nouveau qui est arrivé ces 10-20 dernières années. Non, on a tendance assez facilement, dès qu'il y a quelque chose comme ça qui surgit, de dire bon ok, vous devenez dingue avec la nourriture, vous amenez dans un resto, c'est pas possible, vous êtes totalement obsédé par le truc, etc. Et on en revient à pousser vers les extrêmes et à caricaturer. C'est pas ça. Bien, en tout cas, vous dites que ceux qui sont véganes ont un QI plus élevé que les autres. Je ne sais pas d'où vient cette étude, en tout cas. Allez, un peu d'autosatisfaction, ça fait du bien. Ouais. Non, mais c'est une étude. Sérieuse. Vous avez oublié, c'est des meilleurs coups aussi que les autres. Non, ça je le dis pas, mais non, vous ça dites reste, qu'on retrouve beaucoup de vigueur pour ces messieurs qui nous écoutent. Absolument. Tout le monde n'a pas la chance d'être végane, donc l'éditeur, c'est chez HarperCollins, donc c'est le titre de votre livre. On rappelle votre site, Laurence Piot. Alternativevegan.com. Voilà. Newsletter et programme d'alimentation. Qui s'intéresse à ce sujet, qui n'est pas un sujet de mode. Merci. Ah non. Merci d'avoir été avec nous. On a profité que le docteur Delabo n'était pas là pour parler du véganisme, parce que sinon, ça ne se serait pas présenté de la même façon. On reviendra. Voilà, vous revenez débattre. Très belle journée santé sur Beurre FM.